Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder le sepsis et le choc septique. À noter que nous n'évoquerons pas les aspects de réanimation pour lesquels vous pouvez vous conférer au référentiel de réanimation. Avec nous, aujourd'hui, professeur Elisabeth Botello-Nevers. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Alors déjà, de quoi parle-t-on ? Le sepsis et le choc septique, ce sont des situations cliniques qui répondent à des définitions bien précises. Par sepsis, on entend une réponse inappropriée de l'hôte envers une infection qui va entraîner une dysfonction d'organes. Donc ça, c'est important. Il y a la notion d'infection qui va être mise en évidence immédiatement, une suspicion, et également la notion de dysfonction d'organes. Cette défaillance d'organes, cette dysfonction, elle peut être avant tout notamment cardiovasculaire, donc notamment la présence d'une hypotension artérielle avec une tension artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure ou une baisse de plus de 40 mm de mercure chez quelqu'un qui par exemple est hypertendu. La présence d'une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure est ainsi un signe de défaillance cardiovasculaire. Par ailleurs, au-delà de cette hypotension, quand vous allez avoir un patient qui a des marbrures, qui a des extrémités froides ou cyanosées, c'est également un signe de défaillance cardiovasculaire. Donc cette défaillance cardiovasculaire, elle est souvent présente dans le sepsis. Mais la dysfonction d'organes dans le sepsis, elle peut être autre et notamment elle peut être d'ordre respiratoire avec notamment la polypnée et puis d'autres éléments, une hypoxie, une saturation en air ambiant inférieure à 90%. La dysfonction d'organes, elle va entraîner également des troubles métaboliques et donc on va pouvoir avoir souvent une acidose lactique et des lactates supérieurs à 2 millimoles par litre vont être à noter en situation de sepsis. On va avoir possiblement également une dysfonction rénale avec une oligoanurie, avec une insuffisance rénale aiguë. Elle va être d'ordre neurologique également, avec une situation de coma, de confusion, de troubles neurologiques de type encéphalopathie. On va pouvoir également avoir une dysfonction hépatique, des perturbations du bilan hépatique, des dysfonctions au niveau de la coagulation avec un TP abaissé inférieur à 50%, des plaquettes inférieures à 100 gigas. Donc finalement tous ces signes, et si vous voulez plus de détails, je vous renverrai vers le chapitre du PILI où il y a un tableau très précis, mais tous ces signes vont pouvoir être présents et il suffit finalement de la présence d'une dysfonction et d'une infection pour parler de sepsis. Le sepsis, il va être retenu si le score SOFA, qui est le score notamment utilisé par les réanimateurs, Sepsis Related Organ Failure Assessment, atteint 2 ou augmente de 2 unités. Plus récemment a été développé un score qu'on appelle le Quick SOFA, et si ce Quick SOFA, que je pense vous connaissez, est strictement supérieur à 1, je vous rappelle que ce Quick SOFA va tenir compte d'une tension artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure, une fréquence respiratoire supérieure à 22 mouvements par minute, la présence d'une confusion va effectivement nous orienter vers un sepsis. La seule chose, c'est que finalement, on l'a vu, la présence par exemple d'une défaillance cardiovasculaire est vraiment très importante et finalement ce Quick SOFA ne doit pas être utilisé seul pour évaluer la présence ou pas d'un sepsis et c'est d'ailleurs ce qui est retenu dans la dernière Surviving Sepsis Campaign de 2021, où effectivement, il précise bien qu'il ne faut pas utiliser uniquement le Quick SOFA pour pouvoir considérer si le patient est en sepsis ou pas. Donc ça va être une vision globale du patient qui va nous faire, à partir du moment où il y a des signes qui sont présents, même si on a un, notamment par exemple l'hypotension, chez un patient fébrile, on va retenir le sepsis. Au-delà du sepsis, on va pouvoir avoir un choc septique. Alors, autant c'est important et peut-être un peu compliqué de retenir la notion de sepsis, autant finalement le choc septique, quand vous connaissez la notion de sepsis, vous allez juste retenir finalement que c'est un sepsis, donc une infection, défaillance d'organes, et surtout le besoin d'amines vasopressives
pour pouvoir maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Donc en gros, s'il n'y a pas de réponse au remplissage, que la tension artérielle et notamment la pression artérielle moyenne ne remonte pas juste, entre guillemets, avec le remplissage, et qu'il faut des amines, ça veut dire que vous êtes dans une situation de choc septique, avec bien entendu la nécessité d'une prise en charge réanimatoire, on va le voir. Et puis, associé à la notion de choc septique aussi, c'est pareil, la notion de lactate, donc de souffrance métabolique, qui reste supérieur à 2, malgré le remplissage, malgré une prise en charge adaptée, ça va être également un élément de choc septique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, au-delà de ces définitions, le plus important, ça va vraiment être de repérer les patients qui présentent un sepsis ou un choc septique. Et il faut donc, devant tout patient qui présente une infection, notamment s'il est fébrile ou s'il est suspect d'infection et qui présente des signes de défaillance, il faut vraiment diagnostiquer la présence d'un sepsis ou d'un choc septique pour pouvoir proposer une prise en charge vraiment adaptée. Et quelle infection peut être à risque de sepsis ou de choc septique ? Ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, toute infection va pouvoir être associée à un sepsis ou à un choc septique parce que ça va dépendre du type d'infection, ça va dépendre du terrain, par exemple très âgé ou au contraire aux âges extrêmes, sur terrain immunodéprimé, sur aplasie par exemple. Ça va dépendre également de l'infection. Certaines infections, certains micro-organismes sont plus à même d'être associés à des sepsis ou des chocs septiques. Et puis, ça va dépendre de la prise en charge aussi. Si on a une prise en charge qui est inadaptée sur une infection, on peut avoir une évolution vers un sepsis ou un choc septique. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il n'y a pas forcément de bactériémie. Il peut y avoir une bactériémie dans le cadre d'un sepsis ou d'un choc septique, mais on peut avoir un choc septique ou un sepsis sans bactériémie, et de la même façon qu'on peut avoir une bactériémie sans sepsis ou sans choc septique. Dans tous les cas, bien entendu, il faudra la rechercher. Et comment le prendre en charge ? Alors, la situation de sepsis ou de choc septique est une urgence diagnostique et thérapeutique. Ça, il faut vraiment l'avoir en mémoire. Et donc, l'urgence, ça va être déjà le remplissage, c'est-à-dire que face à un patient qui présente des critères de sepsis ou de choc septique, il va falloir le prendre en charge de façon extrêmement rapide. Les recommandations de prise en charge vont suivre les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign. Et pour un patient qui présente des signes de sepsis ou de choc septique, il va falloir le remplir avec une solution cristalloïde de l'ordre de 30 ml par kilo par voie intraveineuse, et ça administré de façon très rapide. Et cette prise en charge de remplissage, il va falloir qu'elle se fasse vraiment dans les premières heures de la réanimation et de la prise en charge. Par ailleurs, encore une fois, on a vu que les lactates étaient des indicateurs finalement de souffrance tissulaire et donc de sepsis ou de choc septique, d'hypoperfusion. Et donc, il va falloir également monitorer ces lactates au cours du remplissage, puisque si les lactates baissent, c'est que finalement, on va avoir une évolution plutôt favorable. S'ils ne baissent pas, et s'il reste toujours supérieur à 2, ça va être en faveur de la présence d'un choc septique. Bien entendu, en même temps, je dirais, on fait des prélèvements bactériologiques, ça c'est très important, au moins des hémocultures, au moins un ECBU, et quelqu'un qui vous dirait on n'a pas le temps d'en faire, c'est pas vrai, puisqu'un patient qui va être en choc, on va lui poser un cathéter, on va lui faire des prélèvements biologiques de type ionogramme, numération formule, donc on peut piquer à ce moment-là, par exemple, 4 flacons d'hémoculture sans aucun souci, et puis un patient qui est en sepsis ou en choc, habituellement on va le sonder pour pouvoir monitorer sa diurèse, et donc on peut faire un ECBU. Bien entendu, ça ne doit pas retarder la mise sous antibiotiques, car finalement, le pilier de la prise en charge d'un sepsis ou d'un choc septique, ça va être bien entendu le remplissage et les antibiotiques. Là aussi, qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible, idéalement, on va dire dans l'heure de la prise en charge. Et ces antibiotiques, ils vont dépendre un petit peu du type d'infection, soit qu'on a mis en évidence, soit qu'on cible.
Et donc, il va falloir bien entendu chez ces patients-là les examiner comme tout patient pour avoir une idée de la porte d'entrée de l'infection. Il faut aussi prendre en compte, est-ce qu'il s'agit d'un patient présentant une infection communautaire ou au contraire un patient présentant une infection associée aux soins. Si on est sur une infection communautaire et que le patient présente un foyer soit digestif ou biliaire, on va mettre une céphalosporine de 3e génération, du métronidazole et puis bien entendu plus ou moins un aminoside. Si on est sur une infection urinaire, on va mettre en place une céphalosporine de 3e génération et des aminosides. Si on est sur du poumon, une porte d'entrée pulmonaire, une pneumopathie, on va mettre en place une C3G, une céphalosporine de 3e génération, éventuellement des aminosides. Et puis globalement, donc vous voyez que finalement, pour le communautaire, on reste toujours sur la même type d'antibiothérapie. Si vous avez un patient en sepsis ou en choc septique sans point d'appel évident, vous mettez en place une céphalosporine de 3e génération et des aminosides comme antibiothérapie probabiliste de ce sepsis ou de ce choc septique. Si votre patient, au contraire, est dans une situation qui fait qu'il est suspect d'infection associée aux soins, et notamment s'il a un cathéter périphérique ou central, dans ces cas-là, il va bien sûr falloir viser également les cocci-Gram+, et notamment les cocci-Gram+ résistants. Donc vous allez mettre en place un traitement par vancomycine ou daptomycine. Vous allez rajouter des aminosides et puis vous allez également rajouter des bêta-lactamines large spectre pour pouvoir avoir une action sur les bacilles gram négatifs. Alors ça peut être de la piperacilline tazobactam, ça peut être de la ceftazidime, voire éventuellement un PNM. Et puis selon le terrain, confère le chapitre par exemple bactériémie, si vous êtes sur un patient neutropénique, si vous êtes sur un patient qui a reçu beaucoup d'antibiotiques auparavant, vous allez également pouvoir dans certaines situations mettre en place des échinocandines pour viser les candidats. Si vous êtes sur une infection urinaire associée aux soins, mais tout simplement si vous êtes également sur une infection urinaire communautaire chez un patient qui a séjourné à l'étranger ou alors qui a des antécédents de colonisation à bactéries multirésistantes et que ce patient se présente avec une infection urinaire grave, donc en sepsis ou en choc septique, dans ces cas-là, il faut que de façon probabiliste, vous couvriez ces bacilles gram négatifs résistants et donc effectivement, vous allez utiliser dans ce cas-là des carbapénem et des aminosides. Une fois que vous avez pris en charge ce patient, vous avez bien entendu auparavant fait les prélèvements, vous allez par la suite recevoir les résultats et dans tous les cas, même si votre patient malheureusement est toujours en choc septique, une fois que vous avez identifié l'agent infectieux responsable de l'infection et que vous avez l'antibiogramme, vous êtes tout à fait en droit de désescalader sur une bactérie sensible, par exemple sensible à une céphalosporine de 3e génération. Les carbapénem ne feront pas mieux pour traiter cette infection, même si votre malade est en choc septique. Bien entendu également, si l'infection qui est responsable du sepsis ou du choc septique est une infection qui nécessite une prise en charge chirurgicale, par exemple une infection de prothèse articulaire, un abcès, il va falloir très vite prendre en charge chirurgicalement pour soit drainer l'abcès, soit retirer le matériel infecté. Ça aidera au contrôle de la situation septique. Enfin, bien entendu, si malgré la prise en charge initiale très rapide, remplissage, antibiothérapie, le patient ne s'améliore pas, on est donc, comme on l'a dit, en situation de choc septique, et donc ça veut dire que ce patient va nécessiter des amines vasoactives et va nécessiter un passage en réanimation. Habituellement, il est recommandé que ce passage se fasse dans les 6 heures, selon la Surviving Sepsis Campaign. Et l'objectif, encore une fois, de ces amines vasoactives est de maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Pour cela, je vous demanderai de vous référer pour la suite de la prise en charge réanimatoire à vos référentiels de réanimation. Merci beaucoup, professeur Elisabeth Botelot-Nevers. Merci à vous. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.